Heureuse de vous savoir, nombreux rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Ouverture ce lundi à Berlin, en Allemagne, du 4e sommet G20 Compact with Africa. Une rencontre de chefs d'État et de gouvernement de pays africains réformateurs sous l'égide du gouvernement allemand. Le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, y prend part sur invitation du chancelier allemand. Le blanchiment de capitaux est rentré dans une nouvelle phase grâce aux stratégies plus sophistiquées que développent les criminels. Et les experts de la lutte contre le fléau veulent eux aussi s'adapter à la nouvelle donne en mettant en place de nouveaux moyens de lutte. À découvrir dans ce journal. Et puis, c'était l'une des recommandations de la revue annuelle 2018 du plan sectoriel de l'éducation. Eh bien, la politique nationale d'orientation scolaire professionnelle a été élaborée. Elle est soumise depuis ce matin à examen et validation. Voilà pour les titres. Le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, prend part ce lundi 20 novembre à Berlin au 4e sommet G20 Compact with Africa sur l'invitation de M. Olaf Scholz, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. La conférence qui se tient dans un contexte de reprise soutenue de l'économie africaine après une série de crises mondiales diverses et multiformes réunit donc les chefs d'État et de gouvernement des pays africains réformateurs, les opérateurs économiques et investisseurs allemands, ainsi que des représentants du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les FMI, les dirigeants allemands et africains et les partenaires privés et multilatéraux mèneront des réflexions en vue de renforcer la coopération économique et de promouvoir les investissements privés et d'intensifier ainsi la coopération, notamment dans le secteur énergétique. Et sachez que dans la capitale allemande, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est également attendu à cette conférence G20 sur les questions d'investissement privé allemand en Afrique. Le chef de l'État est donc présent dans la capitale allemande où il est arrivé donc son Boeing a atterri à l'aéroport international de Berlin. Et nous vous proposons à présent de suivre les images de l'arrivée du chef de l'État en Allemagne. Vous le verrez à l'aéroport, au-delà de l'accueil des autorités allemandes. Le président de la République a eu droit à l'accueil chaleureux avec faste et en par la communauté togolaise vivant en Allemagne. Voilà donc l'accueil réservé au chef de l'État à son arrivée en Allemagne par la communauté togolaise. Et au cours de ce 4e sommet, le chef de l'État s'est prononcé donc sur le retard du financement de la lutte contre les changements climatiques, la nécessité de recourir à l'énergie renouvelable. Le chef de l'État a également appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage pour soutenir l'Afrique. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. À mon tour, remercier le gouvernement allemand pour l'invitation qui nous a été adressée. Nous sommes très heureux d'être ici. Sur la question de l'énergie, je voudrais restituer le problème. L'accès à l'énergie durable est un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cela est dû d'abord à la demande. Le chancelier l'a dit, la classe moyenne africaine a triplé. Mais nous Allemands, nous avons aussi la pression démographique sur notre continent. Donc oui, nous avons besoin de plus d'énergie. Ensuite, nous partons de loin. Nos infrastructures en matière de production, en matière de transport, de distribution sont insuffisantes aujourd'hui. Et donc, il faut investir. C'est la deuxième contrainte que je voudrais souligner. Et les deux autres remarques que je voudrais faire, la troisième, c'est que dans beaucoup d'endroits encore, nous avons, le président Ouattara a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, dans nos pays, nous avons un taux d'accès dans les zones urbaines relativement élevé, mais dans les villages, le taux d'accès est bas. Au Togo, nous sommes à 2 tiers, 66%
d'accès à l'électricité en ville, mais dans les zones rurales, ça tombe à 27%. Et dans ces zones, c'est surtout la biomasse qui est utilisée pour le chauffage et pour les besoins de la vie quotidienne. Donc ça pose problème, ça n'est pas très efficace et c'est source de pollution et c'est mauvais du point de vue environnemental. Et la quatrième chose que je voudrais dire, c'est comment régler tous ces problèmes. Attendez, je veux parler de financement. Aujourd'hui, ce problème qui nous est posé, nous savons ce qu'il faut faire. Déjà dans les années 2015, on a lancé l'initiative Billions to Trillions, c'est-à-dire comment faire pour combler le fossé entre les investissements nécessaires pour la transition et la capacité d'investissement limitée du secteur public. Donc il s'agissait pour les ressources publiques de dérisquer, de mobiliser, de servir d'effet de levier au financement privé. C'est la promesse qui nous avait été faite et nous étions pleins d'espoir. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes loin du compte pour 4 raisons. D'abord, il y a eu beaucoup de promesses, mais peu ont été tenues. La promesse de 100 milliards de dollars, nous avait promis en 2009 qu'à partir de 2020, nous aurons 100 milliards de dollars supplémentaires par an pendant plusieurs années. Cette promesse n'a été tenue qu'en 2023 et encore 50% seulement sont réellement des ressources nouvelles. Deuxièmement, le secteur privé n'a pas été au rendez-vous. Et dans cette somme, seuls 14% viennent des financements privés. Troisièmement, nous avons remarqué que la plupart de ces investissements se concentrent surtout sur l'atténuation, c'est-à-dire pour la réduction des émissions. Nous n'avons pas encore attaqué le problème de l'adaptation, c'est nous préparer, nous adapter au changement climatique lui-même. Et aussi, nous avons constaté que la plupart de ces financements sont des financements internationaux qui viennent sous forme de dettes en devises étrangères. Donc ça aggrave encore le problème d'endettement. Ce ne sont pas des fonds propres, ce ne sont pas non plus des subventions. Donc aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et je crois que une nation comme l'Allemagne, et je suis heureux des initiatives et des annonces faites par le chancelier, doit aider la communauté internationale, doit aider le monde à passer des paroles aux actes maintenant. Il faut passer à la vitesse supérieure. Nous ne pourrons pas continuer à ce rythme-là. Merci. Voilà donc l'intervention du chef de l'État ce lundi au 4e sommet G20 Compact with Africa à Berlin en Allemagne. La criminalité financière prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Le constat est établi. Les criminels développent de nouvelles stratégies pour blanchir les capitaux. Le groupe intergouvernemental contre le blanchiment de capitaux justement en Afrique, GIABA, prend lui aussi de nouvelles méthodes de lutte. Réunis à Lomé, les parties prenantes ont 5 jours pour déterminer les nouvelles stratégies plus efficaces pour lutter contre le phénomène. Les précisions de Marie-Ange Bida. Il y a de cela quelques années, on les retrouvait beaucoup plus dans l'immobilier, la drogue et le trafic humain. Aujourd'hui, les criminels innovent dans le blanchiment de capitaux. Ils sont présents dans le commerce, le virtuel, la cybercriminalité et autres. Cette criminalité financière n'est cependant pas assez sanctionnée. Constat d'études menées en 2020 et 2022 dans les États membres du GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Les stratégies doivent être réorientées. Nous voulons informer les autorités opérationnelles afin qu'ils soient au courant des nouvelles techniques utilisées par les criminels. Deuxième point, nous voulons inviter les autorités opérationnels à regarder dans le système afin d'identifier si les criminels utilisent ces méthodes que nous leur avons présentées ou pas. Il faudrait également, en troisième point, informer toutes les parties prenantes de ces méthodes qu'ils utilisent et renforcer la collaboration. Le quatrième point, comme je l'ai dit, c'est s'assurer qu'il y ait une collaboration et une coopération en plus d'un échange d'informations. Et à la fin, au point 5 de cet atelier, nous voulons développer un manuel qui pourra orienter les autorités opérationnelles à identifier ces criminels et les méthodes utilisées afin de développer un plan futur pour mieux contrôler la situation. Travailler ensemble à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Togo est partant. En 5 jours d'activité à Lomé,
Toutes les parties prenantes vont acquérir de nouvelles connaissances et compétences afin d'adopter de nouvelles stratégies plus efficaces contre ce phénomène. L'ONG Chaîne de l'Espoir a, elle, réuni ce matin à Lomé des médecins étudiants avec spécialisation la chirurgie pédiatrique. C'est pour les outiller à mieux prendre en charge dans l'avenir les enfants souffrant de malformations. Et durant 5 jours, toute une semaine, ils vont recevoir des cours théoriques et pratiques d'éminents professeurs en chirurgie pédiatrique venus notamment de la France. Les précisions de Carmen Madjé à Carmou. La chirurgie infantile ou pédiatrique prend en charge les affections chirurgicales des enfants dès la période fétale jusqu'à l'adolescence. Depuis 2020 déjà, l'ONG Chaîne de l'Espoir est aux côtés de 6 pays de la sous-région pour permettre aux étudiants en cours de spécialisation de mieux maîtriser la chirurgie infantile et d'acquérir de nouvelles compétences afin de baisser la mortalité infantile. Pour son 14e séminaire panafricain du diplôme d'études spécialisées en chirurgie pédiatrique, d'éminents enseignants et chercheurs sont à Lomé. La formation va être assurée dans des spécialités comme l'orthopédie, les malformations anorectales et viscérales, entre autres. Il y aura la phase théorique et la phase pratique. Et nous allons suivre des cours et nous allons également opérer. Et celle qui est chargée de transfert de compétences restera jusqu'à mercredi en opérant et en faisant des cours. Et ensuite, il y aura un autre chirurgien orthopédiste qui viendra à partir de mercredi et qui prendra en charge des enfants qui présentent des traumatismes du plexus brachial au cours des accouchements. Donc ce sera, en tout et pour tout, nous avons 15 patients pour les malformations anorectales et pour les plexus, il y aura également 15. Mais tout ça, ce sera des patients qui seront triés parmi toute une liste que nous avons à notre niveau. Depuis 2014, la Chaîne de l'Espoir apporte son expertise au programme d'appui à l'enseignement de la chirurgie pédiatrique. Notre souhait, c'est de voir les capacités de ces chirurgiens renforcées pour une prise en charge plus assurée des enfants de nos pays en Afrique de l'Ouest. Nous avons intervenu aussi sur les questions de transfert des enfants souffrant de cardiopathie que nous référons soit en France, soit vers le Sénégal pour une prise en charge plus assurée. Dans la sous-région ouest-africaine, les universités d'Abidjan, de Lomé, de Cotonou, de Dakar, de Ouagadougou et de Conakry proposent un diplôme d'études spécialisées en chirurgie pédiatrique reconnu par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et dont le curriculum est harmonisé par l'Organisation ouest-africaine de la santé. L'actualité sanitaire est également marquée par cette visite inopinée à la polyclinique de Sokodé. Visite des membres du service d'inspection des établissements de santé. Une inspection pour évaluer les pratiques de soins dans cet hôpital, dans cette clinique, avec pour objectif d'assurer le bon démarrage de l'assurance maladie universelle. Désiré Aloye nous en parle. L'inspection des établissements de santé pose ses valises ici à la polyclinique de Sokodé pour voir si cette formation se conforme aux orientations de la feuille de route gouvernementale. Chaque département a été visité pour toucher du doigt la réalité des pratiques sanitaires, l'accueil et l'accompagnement réservés aux patients. Nous sommes arrivés ce matin à la polyclinique de Sokodé et de façon inopinée, voir les éléments basiques, voir sur le plan hygiène et assainissement. Est-ce qu'il y a un plan de nettoyage et de balayage de la cour, des salles, ainsi de suite. Et ensuite, s'assurer aussi qu'il y a un plan de nettoyage des équipements et de l'espace médical. On va regarder le comportement du personnel. Est-ce que ce personnel il est ponctuel? Est-ce qu'il accueille bien les malades et accompagne ces malades-là? Voir les outils qui permettent une gestion efficace et efficiente. Essayer de voir les conditions d'installation des infrastructures. Nous allons dégager
des écarts et après faire des approches de solutions aux problèmes identifiés. Et naturellement, qu'il n'y ait pas d'inspection aussi, s'il y a des comportements vraiment avérés, ça n'évite pas les sanctions. Quand vous prenez la feuille de route du gouvernement 2025, vous voyez que l'un des objectifs, c'est de garantir l'accès universel aux soins. L'inspection voudrait évaluer le niveau de rapport entre soignants et patients dans la prise en charge. Comme on le dit souvent, on ne peut pas danser et s'apprécier, mais à chaque fois, il faut quand même qu'un service externe vienne apprécier ce qui est fait pour apporter des approches de solutions, pour améliorer la qualité des services pour le bien des populations. Et donc, c'est en cela que nous remercions les plus hautes autorités pour cette opportunité qui est offerte à tout le personnel de la polyclinique de Sokodé et partant la population de Tchaoudjo. Un exercice citoyen pour amener les formations sanitaires à mener à bien une pratique de soins de qualité et répondre valablement à la feuille de route gouvernementale dans l'objectif de garantir le bon démarrage de l'assurance maladie universelle. L'ONG Al-Wifaq et ses partenaires, eux, ont lancé depuis hier dimanche la 6e édition de la campagne médicale de lutte contre la cécité. Une campagne avec pour objectif d'aider les plus vulnérables à recouvrer la vue. À Rufan-Tougan, Gisèle Kozona. Dans cette salle, les experts en ophtalmologie se préparent à accueillir les patients. Un grand nombre d'entre eux profitent de la 6e campagne médicale contre la cécité organisée par l'ONG Al-Wifaq. Les médecins se dirigent respectivement vers les patients pour les consultations. Souleymane et Abbas font partie des personnes consultées. Déjà affligés par un mal, ils espèrent trouver guérison au terme de cette campagne. J'avais été opéré à l'œil droit. Et maintenant, c'est à l'œil gauche qu'on a vu que la cataracte aussi est atteinte. Quand ils m'ont consulté de dire que c'est le glaucoma, je ne serai pas opéré, mais j'aurai des médicaments. L'ONG Al-Wifaq a pour objectif, à travers cette campagne, d'apporter son soutien au gouvernement dans la lutte contre la cécité au Togo. We are taking people to extract the cataract out of these people so that we can give them card and operate them. And those who need glass or other medication will give them tomorrow. That is what we are here for. This person, his eye, no cataract. So we will consider him glass and medicine. Pendant cette période, nous allons premièrement procéder à ce qu'on appelle dépistage. Donc nous allons consulter les gens et c'est de là que les patients seront répartis en 3 groupes. Il y a le premier groupe, peut-être ils vont bénéficier uniquement des produits. Le second groupe vont bénéficier des lunettes médicales. Et troisième groupe maintenant, ce sont eux qui subiront l'opération. Il y a 3 ou bien 4 types de suivi après l'opération. La campagne s'étalera sur 4 jours. La journée de dimanche est exclusivement dédiée aux consultations, laissant place le lundi au dépistage et aux opérations gratuites. C'était l'une des recommandations de la revue annuelle 2018 du plan sectoriel de l'éducation. Il s'agit de l'élaboration d'une politique nationale d'orientation scolaire et professionnelle. Une commission interministérielle et un consultant ont été déployés à la suite. Ils viennent de produire un document de politique nationale d'orientation scolaire et professionnelle, document soumis à étude pour validation. Issa Karouna. Une seule question au centre de cette rencontre entre les acteurs des secteurs de l'éducation et de l'emploi, la politique nationale d'orientation scolaire et professionnelle. L'obligation de la mise en place de cet instrument d'orientation avait été clairement exprimée depuis 2018 par ces acteurs clés du système éducatif. 5 ans après, voici le draft du document de cette politique. Au cours de cette rencontre, ils vont l'examiner, apporter leur contribution pour enfin l'adopter. Une chose est d'aller à l'école, une autre chose en est qu'on s'insère professionnellement lorsqu'on est au bout du processus de formation ou éducatif. Et donc, c'est à ce niveau que l'orientation scolaire professionnelle se positionne pour que ces problèmes de choix de filière,
ces problèmes de choix de série ne soient pas faussés dès la base. Quelqu'un qui s'engage dans une filière de formation, que ce soit dans une école de formation, que ce soit à l'université, qu'il sache ce à quoi il est destiné lorsqu'il aurait fini ses études. Une fois adopté, ce document va être disséminé auprès de tous les acteurs éducatifs et des partenaires. Il va significativement contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Togo. La dissémination de ce document permettra aussi de mobiliser les acteurs, que ce soit l'État togolais ou nos partenaires techniques et financiers, pour la mise en œuvre de cette politique. Le secrétaire général du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a exhorté les participants à examiner sans état d'âme ce document appelé à aider les apprenants à opérer des choix éclairés quant à leur orientation scolaire, académique et professionnelle. Il a rassuré de la constante disponibilité du gouvernement à garantir une éducation de qualité à même de permettre à tous les enfants togolais de s'insérer professionnellement. Une éducation donc de qualité grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et du 19 au 23 mars 2024, justement, Lomé sera la capitale de l'intelligence artificielle. Un événement à l'actif du Conseil international de l'intelligence artificielle pour ainsi démystifier cette innovation numérique. Ulrich Amega, Karine Olanlo nous en parle. Un interrogatoire à son téléphone ou à son ordinateur. Une réponse pertinente obtenue en ligne grâce à l'assistance d'un professionnel humain. Des androïdes déployés dans les établissements médicaux, des automates soutenant les activités humaines dans divers secteurs, quel que soit le domaine d'activité. Des créations de l'intelligence artificielle qui gagnent du terrain chaque jour. Cette révolution technologique du XXIe siècle s'installe à Lomé en mars 2024 pour une semaine entière. Une initiative portée par le Conseil international de l'intelligence artificielle CONIA en collaboration avec Human IA. L'objectif, sensibiliser le grand public, les étudiants, les décideurs et les acteurs institutionnels au progrès des applications de l'intelligence artificielle. L'IA, ce n'est ni plus ni moins que de remplacer, de simuler le raisonnement humain grâce à des algorithmes et via de la donnée. La donnée, tout ce qui a été digitalisé durant ces dernières années a été fait depuis le Covid. 90% de ce qui a été digitalisé, c'est fait grâce ou à cause de la Covid. Ensuite, ce qui fait que l'IA est performante aujourd'hui, c'est la puissance de calcul des ordinateurs. Imaginez, votre smartphone est beaucoup plus puissant aujourd'hui qu'il y a 30 ans du plus grand ordinateur qui existait. Donc la technologie est là. C'est la première édition de l'événement que le Togo accueille avec honneur. Cela met en lumière l'importance de l'Afrique dans le paysage technologique mondial et son potentiel en tant que pôle d'innovation en intelligence artificielle. Ce seront 5 jours d'activités particulièrement riches. On va vulgariser, on va acculturer, on va expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle avec des cas pratiques, des ateliers, des conférenciers. Tous les sujets seront abordés, dont la place de l'humain au sein de l'intelligence artificielle. Et nous démontrerons tout notre savoir-faire, tout le savoir-faire et toutes les formations et les outils qui seront mis en place. À cette occasion, Malik Maurice Mouzou, docteur en intelligence artificielle, a été distingué pour ses compétences et ses nombreux succès dans le domaine. En prélude à cet événement, une formation a été organisée en partenariat avec le Conseil national des patrons de presse, CONAP, pour plus de 70 journalistes. Cela leur a permis d'acquérir une compréhension claire des enjeux stratégiques de l'intelligence artificielle et de son contexte mondial afin de communiquer efficacement sur le sujet. Vivement 2024. Ce 20 novembre est célébrée la journée internationale de l'enfance. Au Togo, c'est depuis la semaine dernière que les organisations de la société civile, les agences du système des Nations Unies, les partenaires et le ministère en charge de l'action sociale se sont réunis à Lomé pour dresser un bilan.
Il était question pour eux donc de faire le point sur les progrès réalisés par le Togo dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et surtout relever les défis persistants et les actions à entreprendre pour améliorer la situation. Sandra Aziabé nous en parle. Ils sont jeunes et militent pour la cause des enfants. Un engagement pris un peu plus tôt. Non pas sans raison. Bérénice, comme les autres, en font un défi à relever à tout prix. On va mener des activités dans le domaine de l'éducation, réduire la famine dans la vie des enfants, l'hygiène, la santé sexuelle. Choisis par l'UNICEF, ces jeunes vont travailler sur le terrain. Leurs actions iront soutenir celles déjà effectives au Togo par ses partenaires. Avec 35 ans de présence au Togo, 30 000 enfants parrainés dans 118 cantons, 28 projets en cours dans tous les domaines de l'épanouissement de l'enfant, nous voudrions rajouter ces éléments comme contribution à l'action de l'État et aux orientations de l'UNICEF. Le Togo a fait des avancées significatives en matière de droits de l'enfant ces dernières années, avec l'accélération du rythme des réformes structurelles et de la révision des politiques macroéconomiques définies dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Togo est profondément engagé à accompagner le pays dans la promotion des droits des enfants et de leur participation active dans toutes les sphères de la société. Ces actions viennent s'ajouter à celles du gouvernement, que ce soit sur le plan santé, éducation, protection, d'énormes efforts ont été faits. Le gouvernement togolais, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, s'est résolument engagé à créer un environnement protecteur à tous les enfants vivant sur son sol. Cet engagement s'est traduit par de nombreuses évolutions législatives, institutionnelles, programmatiques et opérationnelles. De par ce dispositif et les résultats obtenus, les efforts du Togo ont été salués au plan international par le Comité de Genève en 2011 et au niveau continental par l'Union africaine en 2011 puis en 2013. Mais loin de dormir sur nos lauriers, nous devons redoubler d'efforts car il y a encore des défis à relever. Pour clôturer cette célébration différée de la Journée mondiale de l'enfance, un guide a été remis par ces jeunes aux autorités présentes. Il contient des actions urgentes à mener au plus tôt pour le bien-être de l'enfant togolais. Un réseau de cambrioleurs de magasins dans les mailles de la police nationale. Cette bande de présumés malfrats a pour complices les transporteurs de marchandises et les gardiens de ces magasins pour commettre leur forfaiture. Le récit des faits avec le commissaire de police. Il s'agit des nommés Tchassama Ahmed, 39 ans, togolais. Oumenou Yaovi, 37 ans, béninois. Amosina Kodjo Sena, 38 ans, togolais. Soussopo Kossi, 33 ans, togolais. Dossa Kofi David, 21 ans, togolais. Sativi Haïté, 38 ans, togolais. Agbemele Augustin, 36 ans, togolais. Akapo Félix, 23 ans, togolais. Avouloté Promise, 23 ans, ghanéen. Aklobessi Yaovi, 43 ans, togolais. Gagnon Lolognon Komivi, 40 ans, togolais. Une bande organisée de malfaiteurs qui cible pendant la journée des magasins de stockage de céréales, planifie leur cambriolage et passe à l'action pendant la nuit, souvent en complicité avec des agents de sécurité censés garder ces magasins et des conducteurs de taxi bagages qui assurent le transport des biens volés. C'est ainsi que, suite à une information selon laquelle un groupe d'individus, après avoir planifié le cambriolage d'un magasin de stockage de riz, au quartier Zorobar, s'apprêtait à passer à l'acte
la direction centrale de la police judiciaire a mis en place un dispositif de surveillance des lieux suivi d'une descente ayant permis d'interpeller en flagrant délit de vol 5 individus en possession de leur matériel composé entre autres d'une perceuse, d'une tenaille, d'un pied de biche, d'une tournevis, de 59 clés, d'une lime et d'une boîte à super glue. Interrogés, ils reconnaissent les faits et déclarent avoir planifié l'opération avec les nommés Doutier alias Soja, actuellement en fuite. Tous ces individus seront présentés à Monsieur le procureur de la République afin qu'ils répondent de leurs actes. C'est l'occasion pour la police nationale d'inviter la population à une franche collaboration afin que ces malfaiteurs soient dénoncés et mis hors d'état de nuire pour une meilleure coproduction de la sécurité. Et vous suivrez dans nos prochaines éditions la présentation d'un autre groupe de présumés malfrats. Présentation donc par la police nationale. Et nous terminons avec la deuxième édition du Salon du cinéma africain qui vient de démarrer. La rencontre se veut un cadre de célébration des femmes togolaises exerçant au sein de l'industrie cinématographique. Le reportage est signé Edwige Atakpa Bassabi et Christine Pechekialode. Elles sont nombreuses, ces femmes togolaises qui s'illustrent dans le monde de la production cinématographique et audiovisuelle. Leur présence à ce salon du cinéma au féminin, deuxième du genre, constitue pour elles une opportunité d'atteindre leur objectif, celui de renforcer la présence des femmes togolaises dans le monde cinématographique. C'est un monde qui nous permet de s'exprimer. Les réalités de la vie quotidienne, le cinéma est là pour véhiculer tout ça. Si nous apprécions le cinéma des autres, c'est parce qu'ils ont mis du paquet, c'est parce qu'ils ont fait un effort de faire évoluer ce domaine. Pour que ce domaine marche aussi au Togo, il va falloir que nous-mêmes nous y mettons à fond pour que ce domaine évolue. Pour la promotrice de ce salon, l'objectif est de mettre en valeur le travail des femmes dans le paysage cinématographique et montrer aux jeunes et surtout aux filles les opportunités existantes dans le cinéma et les inciter à s'y intéresser. Pour un scénariste, un réalisateur, que dans la démarche de la production, il puisse faire appel à certains éléments, notamment les anthropologues, par exemple, les historiens, les acteurs culturels, pour raconter de façon réelle, concrète, en respectant chaque culture, le film. Avant même de commencer par produire, il faut avoir un récit qui respecte chaque dimension culturelle dont on veut parler dans le film. Notre lutte ici dans le Salon du cinéma féminin, c'est juste de faire participer les femmes. Parce que les femmes n'ont pas juste pour mérite d'être devant l'écran. Les femmes peuvent également être techniciennes de l'image. Du 9 au 18 octobre, nous avons organisé une vague de formation de 9 jeunes filles dans les métiers du cinéma, à savoir la photographie et la prise de vue. Prise de son et montage. Parce que nous disons que si nous voulons avoir plus de femmes dans le domaine, il faudrait déjà former celles qui s'intéressent déjà à la chose. Le salon va accueillir plusieurs ateliers, conférences, débats, formations en réalisation de montage sous le thème cinéma et cohésion sociale. L'événement a réuni plusieurs fanatiques du 7e art, acteurs, actrices, scénaristes et réalisateurs producteurs. Pour ce faire, le film Superwoman de Julio Teco a été projeté pour amener les participants à avoir une idée clé de ce salon. Et voilà, donc ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de la province de Ningxia en Chine. Excellente suite de nos programmes.